On a l'honneur d'accueillir Maxime Gonalon. Et quel meilleur lieu pour accueillir Maxime, ancien capitaine de l'OL, que le Groupama Stadium. Donc merci à toi, Max, de ta présence aujourd'hui. Franchement, on apprécie énormément. Déjà, bonjour à tous. J'ai pas forcément l'habitude d'être face à un public de médecins, de kinés, du corps médical, mais je suis ravi d'être avec vous, de partager mes expériences. Donc on va essayer d'être bon. On va essayer, oui. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Max, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'imagine que ce n'est pas le cas, ton parcours un peu, en commençant par le centre de formation de l'OL, jusqu'à ta décision de retraite il y a quelques mois. On a du temps, on a beaucoup de temps. Alors, j'ai commencé le foot au FCB à l'âge de 7 ans jusqu'à mes 10 ans. J'ai été ensuite repéré par l'OL où j'ai passé 17 saisons. Donc j'ai commencé par la préformation, ensuite la formation, et j'ai signé mon premier contrat à l'âge de 20 ans. Et par la suite, j'ai évolué pendant 8 saisons avec les professionnels, dont j'ai été le capitaine pendant 5 saisons. J'ai été transféré à la Roma, où j'ai évolué pendant 1 an. J'ai été prêté au FC Séville, où là j'ai eu des pépins physiques, ou une saison très difficile, et donc j'ai fini par être transféré parce que j'appartenais à la Roma à cette époque-là à Grenade pendant 3 saisons, et j'ai fini ma carrière à Clermont, à côté de Lyon, dans la région, et j'ai fini ma carrière au mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de faire le maximum. Ça a été un parcours extraordinaire. J'ai vécu des expériences incroyables. J'ai eu la chance d'évoluer dans de très grands clubs, dans de belles villes. Et voilà, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Ce que tu ne dis pas quand même, Max, c'est que tu as quand même Et j'ai oublié l'équipe de France. On n'a pas eu la chance de se croiser. Quand même. On n'a pas eu la chance de se croiser. Mais ça s'est joué à quelques années près. Mais voilà, mais quand même, c'est 8, 9 8 sélections. J'ai été sous les ordres à la fin de Laurent Blanc en 2011. C'est vrai que c'est l'équipe de France, c'est le Graal, jouer pour son pays, représenter tous les Français. J'ai été pendant 4 ans parmi les 25 meilleurs joueurs français pendant cette période-là. Donc ça démontrait quand même que je faisais plutôt du bon boulot. Et après, sous les ordres de Didier Deschamps, il est encore là aujourd'hui. Il fait un travail formidable, même s'il est critiqué. Pas forcément à juste titre. Mais en tout cas, il nous a ramené la Coupe du Monde. Il a fait des finales, des quarts de finale. Donc j'espère que la prochaine, vous la ramènerez aussi. Hein, faut déjà y aller. Et forcément, oui, c'est l'équipe de France, c'est ce qu'il y a de plus beau, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Donc du coup, tu as quand même une belle expérience à l'étranger. Tu as pu côtoyer, j'imagine. Est-ce que tu as constaté des différences notables, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la prise en charge médicale, la gestion des différentes blessures que tu as pu avoir, que ce soit en Italie, en Espagne, en France? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Parce que généralement, nous, Français, on se pense meilleur qu'ailleurs, et ailleurs, ils se pensent meilleurs que nous. Est-ce que tu as pu constater on est tous un peu chauvins. Tous un peu chauvins, ce qui est normal. Hein. Maintenant, est-ce que tu as pu constater des vraies différences en termes de prise en charge? Dans l'ensemble, je pense que le médical reste le médical. Il n'y a pas d'énormes surprises. Chaque pays a sa culture, a sa façon de travailler. Je pense que dans l'ensemble, il n'y avait pas d'énormes différences. Après, c'est plus par rapport spécifiquement au niveau du jeu. En Italie, c'est très tactique. Et en Espagne, c'est avec le ballon, très technique. Donc, alors j'ai eu la chance, jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu très peu de blessures. Après, ça a été un peu plus compliqué, notamment musculairement, mais on a eu des discussions avec le
le groupe du CKS, les kinés, les préparateurs physiques, avec les corps médicaux, notamment en Espagne, où on discutait beaucoup et on échangeait beaucoup. Donc il y avait des échanges, ça c'était important. Et bon, on a eu certains moments, on va pas dire des zones conflictuelles, mais des zones de désaccord, en particulier en Espagne cet après-midi, en l'occurrence sur la PRP. Clairement, en Espagne, ils pratiquent beaucoup la PRP et on n'était pas obligatoirement d'accord sur cette façon de prise en charge. Mais bon, après, ça c'est... Oui, alors c'est à ce moment-là où je pense que l'expérience joue aussi. Je pense que si ça avait été le cas 10 ans avant, on m'aurait peut-être piqué, ou on m'aurait peut-être fait des choses que je ne voulais pas qu'on fasse. Et ça, c'est important. Je pense que c'est notre santé avant tout. Il faut prendre conscience des choses. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai eu des moments, des sensations où il fallait reprendre un peu plus vite que la normale, parce qu'il y a des objectifs, il y a besoin de résultats. On est dans un métier où il y a énormément de pression. Donc fallait jongler là-dessus, mais il fallait surtout faire attention à soi-même, parce que c'est notre santé. Et on était en adéquation. Mais les échanges se passaient bien et dans l'ensemble, on arrivait à trouver la bonne solution. Mais je faisais quand même confiance à nos amis français. C'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en fait, votre corps, c'est votre outil de travail. Il faut bien le manager au quotidien pour rester performant et pas se blesser. Et puis nous, médical, on est là pour que ça se passe le mieux possible, mais on est là aussi normalement pour penser à vos vieux jours et votre après-carrière. Donc, et j'ai mal aux jambes aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a... des fois, ça peut être un peu, je ne vais pas dire conflictuel, mais ça peut être source de tension, parce que le joueur, lui, ce qu'il voit, c'est sa carrière. Et nous, on est vraiment dans l'obligation de penser à après. Et aujourd'hui, on voit quand même certains joueurs qui finissent leur carrière avec des difficultés physiques assez importantes. Et on est dans l'obligation de au moins vous le mentionner, de vous en faire part. Est-ce que ça, toi, tu en avais conscience dans ta carrière, de te dire que ton corps, est-ce qu'il risque de te lâcher après? Est-ce qu'aujourd'hui, tu joues au paddle, par exemple? Ouais, toi, pas mal. Je me suis mis dans le trail aussi. Donc on se fait mal encore un peu. Ouais, j'ai fait la Saint-Élion. Alors, quand on est parti de Saint-Étienne, on a fait en sorte de vite rentrer sur Lyon. C'est pour ça que c'est la Saint-Élion, d'ailleurs. Hein. Ça serait pas la Saint-Élion, sinon. La Lyon-Saint-Étienne, ça n'existe pas. Mais c'était une belle expérience. Peut-être l'effort le plus dur de ma vie. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre soin de soi. Mais je pense que c'est l'expérience avec le temps qui fait qu'on gère mieux certaines situations, où on peut dire les choses, exprimer ce qu'on ressent, parce que c'est le plus important, c'est de revenir sur le terrain dans de bonnes conditions, pas rechuter, parce que ça peut arriver. Et puis quand on a des blessures à répétition, au niveau du mental, ça joue aussi. Il faut avoir une approche par rapport au joueur, il faut discuter avec lui, savoir ce qu'il ressent, et ça c'est toujours important, je pense, c'est primordial, parce que si on n'est pas bien dans sa tête, c'est difficile de répondre présent sur le terrain. Tu dis que apparemment tu as eu pas mal de blessures plutôt musculaires. Au niveau de l'ischio notamment. Est-ce que tu as senti que c'était à chaque fois parce que justement il y avait trop de charges de travail, pas assez d'entraînement? Dans quel moment est-ce que tu as eu l'impression quand même qu'il y avait un moment plus particulier où ça pouvait arriver Alors j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs choses différentes. Bon, des ischios où il y a des déchirures plus importantes. Vidéo, là, tout à l'heure. Notamment celle de Grenade, où celle-là elle est compliquée, elle est terrible. Mais il y avait souvent des signaux avant. Peut-être le matin du match ou la veille à l'entraînement, mais c'est souvent dû à la fatigue, ou par moment on a la sensation où on est très bien, et c'est là où on a souvent tendance à se blesser, parce que je sais pas, on gère peut-être un peu moins ses émotions, ou on se prépare un petit peu moins bien, mais en tout cas chaque expérience, chaque blessure a été différente par rapport à des images. Je m'en souviens l'année dernière à Clermont, où j'ai une forte douleur dans l'ischio sur un geste. Je fais l'examen, on m'annonce 3-4 semaines, et au bout de 2 jours, plus de douleur. Bonne sensation sur le terrain, et j'ai rejoué la semaine d'après. Donc les images, comme on parlait souvent, c'est les images, c'est bien de s'appuyer là-dessus, mais je pense que c'est la sensation du joueur, et ça c'était
à chaque fois le plus important. La clinique reste toujours très importante, on est d'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement par rapport à ces prémices de blessures ou si tu avais à des collègues joueurs plus jeunes pour justement pas qu'ils se fassent ces blessures ou des petits Alors trucs. c'est toujours difficile de passer au-dessus parce qu'on le voit aujourd'hui, les enchaînements de matchs sont très importants. Je ne sais pas où ça va se terminer, mais en tout cas, les joueurs sont mis à rude épreuve, les corps aussi. Déjà, c'est déjà bien dormir, bien s'alimenter, bien boire et faire un gros travail de prévention. C'est vrai, quand on est jeune, on a tendance à se dire on récupère vite, mais je pense qu'il y a quand même un travail en amont à faire au quotidien. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a une routine à tenir. Donc il faut essayer de s'appuyer là-dessus et les massages avec les kinés, les bains froids. Voilà, je pense que c'est pas toujours facile au quotidien, mais il faut s'attacher à ça parce que si on veut durer, comme on le voit, comme un Cristiano aujourd'hui, comme des Messi, ces joueurs-là, s'ils sont là aujourd'hui à ce niveau-là, c'est pas anodin. Donc il faut prendre exemple sur ces champions. Exactement, et c'est vraiment un très bon exemple en termes de performance, de durabilité, et c'est vraiment en lien avec leur travail de l'ombre. Et justement, par rapport à ce travail de l'ombre, moi, c'est toujours un truc qui me fait un peu sourire, dans le sens où quand vous arrivez en fin de carrière, vous avez pris une expérience et qui vous fait dire que tiens, si j'avais su étant jeune, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et ceci et cela. Vous passez le message aux jeunes, ce qui a dû sûrement être ton cas quand tu avais 20 ans. Oui. Alors on n'est pas forcément tout le temps écouté. On est d'accord. Et au final, on se retrouve toujours à des choses qui se répètent et qui font que on arrive en fin de carrière à se dire oui, si j'avais su. Et quand on est jeune, oui, tu as raison. Et puis au final, 10 ans plus tard, il se dit si j'avais su. Et on est constamment là-dessus. Et sur cette prévention, justement, est-ce que tu as vu, toi, entre ton début de carrière et la fin, parce que c'est quand même le dada actuellement pour éviter de se blesser, parce qu'à partir du moment où on n'est pas blessé, on peut jouer et par conséquent on peut performer. Je sais que là c'est un peu le dada des cellules médicales et des cellules performance, c'est ne pas se blesser, d'où l'intérêt de la prévention. Est-ce que tu as vu, toi, une évolution de cette prévention individualisée, collective? Est-ce que tu as vu un réel effet sur les blessures? Et est-ce que cette prévention, elle était un peu différente entre, encore une fois, les différents pays? Déjà, en 15 ans, déjà, l'évolution elle est exceptionnelle, notamment d'un point de vue data, avec les GPS. Je pense que ça, c'est quand même un outil qui est, quand on l'utilise bien, par contre, qui est un outil, je pense, qui est important pour gérer les séances, les semaines d'entraînement. J'ai travaillé pendant quasiment toute ma carrière avec Fabien Richard, un des meilleurs préparateurs physiques individuels, mais on s'est rendu compte et notamment lui, qu'à l'entraînement on sprintait pas ou pas beaucoup, et ce qui faisait que en compétition, quand il fallait aller chercher l'effort à haute intensité, le muscle ne répondait pas. Donc je pense que déjà de ce point de vue-là, ça a déjà bien évolué. Et puis oui, la prévention, c'est l'évolution en 15 ans, elle est énorme. Je pense que, comme tout à l'heure je te disais, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, je pense que les bases d'entraînement et de prévention sont quand même similaires dans chaque club. Après, il y a toujours des petites améliorations, des petits détails différents, mais en tout cas, je pense que quand on est jeune, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément adepte de tout ça, mais il faut le faire, et je pense que ça sert pour la suite, forcément. Est-ce que tu es d'accord sur le fait, parce que ce matin, on disait qu'on constatait une réelle évolution des lésions musculaires dans le football, que depuis des années, ça augmente de manière croissante. Pourtant, en parallèle, le travail de prévention, comme tu le dis, et comme moi je peux le confirmer, il évolue, il progresse, il est de plus en plus présent, et pourtant les lésions sont de plus en plus importantes. Tu le mentionnais tout à l'heure, le fait que les matchs en intensité augmentent, sont de plus en plus fréquents, sur des périodes de plus en plus longues, avec des temps de récupération de plus en plus courts. Il y a une charge physique qui est hyper importante, mais il y a aussi une charge mentale qui est très importante, entre la sollicitation des médias, les contrats, tout un tas de choses. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas basculé, je ne vais pas dire dans l'irrattrapable, mais est-ce qu'on n'a pas basculé dans du grand n'importe quoi? Oui, y a un grand milieu de terrain de Manchester City qui a été Ballon d'Or très récemment, qui l'a dit et qui s'est blessé malheureusement, je crois 3-4 jours après, du ligament croisé. Je pense que les joueurs, physiquement, comme on le disait, c'est très dur, mais mentalement, ça devient
très très compliqué. Les joueurs sont très peu chez eux. Alors, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ça n'excuse pas tout. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Alors, je ne sais pas si c'est, comment je pourrais dire, quelque chose d'important pour la FIFA, pour l'UEFA. Mais quand j'entends qu'ils veulent faire encore un mondial des clubs à la fin de saison, déjà qu'il y a les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, les grands joueurs vont souvent en demi-finale et en finale de Champions League. Donc oui, je pense que ça s'arrête. Il faut que ces gens-là prennent conscience de la chose. Ça va pas descendre plus bas, non, non ça. Il s'est blessé. Ischio a lâché. Ça allait trop vite. Mais en tout cas, la chose aussi primordiale, c'est l'aspect mental. Il y a beaucoup de pression de nos environnements, du grand public et notamment des réseaux sociaux. Et là, c'est un peu du n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des clubs, de préparer les jeunes à tout ça, parce que leur carrière, sinon, va être très très compliquée. On repart des clubs. Justement, est-ce que tu as senti, en fonction de différents clubs, on parlait de l'équipe médicale, tu as dit qu'ils faisaient toujours bien leur job, mais justement au niveau des dirigeants, qu'il y avait des clubs plus compréhensifs, qui se disaient, putain, lui, vaut mieux que je l'économise, vaut mieux que j'ai... Finalement, des clubs qui étaient plus proches du médical que d'autres. Oui, ça existe. Alors après, on priorise toujours la santé du joueur. Mais comme on le disait toujours, quand les joueurs importants d'une équipe sont blessés, on a toujours tendance à accélérer les choses, et les relations entre président, directeur sportif, coach et le médical ne sont pas forcément toujours faciles, même voire très compliquées. Aujourd'hui, être médecin d'un club, c'est pas simple. Il y en a qui ont été bien dans la difficulté et qui ont été dans la difficulté. Donc, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, travailler dans un club de foot, c'est pas simple. Il faut avoir les reins solides. La pression, vous la subissez, et nous aussi, on l'a subie. On ressort peut-être moins fatigué d'une compétition que vous, comme une Coupe du Monde ou un Euro, mais on ressort aussi fatigué parce que nous aussi, on a une pression. Et donc, pour dire que je comprends aussi les joueurs aujourd'hui qui, pour certains, commencent à évoquer un peu leur ras-le-bol. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de le dire, c'est trop. On le remonte constamment à la FIFA. On n'est pas écouté. Les joueurs commencent à le remonter. Je pense pas qu'ils soient encore écoutés. Je sais pas où ça va s'arrêter. Avant, il y avait une compétition tous les 4 ans. Ou tous les 2 ans, il y avait un Euro, une Coupe du Monde. On a rajouté... Oui, puis on a oublié aussi les formes de dépression aussi. Bien on évidemment. Oublie aussi. La Nation League, on a rajouté la Ligue des Champions, on a mis plus de matchs, c'est toute l'année. Là, maintenant, on rajoute un championnat du monde des clubs. Aujourd'hui, concrètement, un joueur international, il a 10-15 jours de coupure vraie entre sa fin de saison et son début de saison. Psychologiquement, il ne peut pas récupérer. Et comme l'évoquait Max, je pense que dans ton entourage, dans les joueurs peut-être que tu connais, tu as peut-être été confronté, on a de plus en plus de dépression post-carrière ou même de dépression pendant la carrière. Et c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a des statistiques qui sortent, pardon. Ouais, on est sur un joueur sur deux. Hein. Des sortes de burn-out finalement, ouais. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme tous ceux qui... On reste des humains, des humains comme tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement pour Maxime dans l'audience qu'on aurait oublié de poser? Je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question, mais on ne sait jamais. Moi, j'avais une question, peut-être avant que celle qui arrive. Tu parlais de l'importance du sommeil et de l'alimentation. Ça paraît normal pour tout le monde, et tout le monde va vous dire « je mange bien, je dors bien ». Mais aujourd'hui, le sommeil, par exemple, c'est un gros problème de sport de haut niveau lié à l'heure des matchs. On joue à 21h. Vous rentrez à l'hôtel ou chez vous, il est 3h, 4h du mat, les yeux grands ouverts et pas envie de dormir. Donc oui, il faut un sommeil qualitatif en termes d'heures, mais en termes de régularité. Et aujourd'hui, la fréquence des matchs et l'heure des matchs ne nous le permet pas. Et puis après, il y a bien manger. Et bien manger, c'est quoi? Et l'aspect nutritionnel, c'est quand même important. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça, Max? Dans ce domaine-là, je pense que ça a beaucoup évolué aussi dans les clubs. Les clubs sont tous aujourd'hui avec un diététicien, voire 2 même, et qui travaillent en corrélation avec le club, les joueurs. Et les grands joueurs ont
leur cuisinier aussi. Je pense que ça c'est important parce que bien manger, bien s'alimenter et bien boire et bien dormir, pour moi c'est fondamental. Si vous faites pas ça, vous avez beau faire ce que vous voulez au camp d'entraînement durant la semaine, si vous dormez pas bien, à un moment donné la machine lâche. Ça reste logique, donc il faut être vigilant là-dessus. Ça demande, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup d'énergie parce qu'il y a par moments on a envie de manger et de faire autre chose, des choses, je dirais entre guillemets, normales de la vie. Mais ça fait partie des inconvénients et si on veut durer, comme on le disait tout à l'heure, et jouer longtemps dans nos carrières, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on mange que des pâtes et de la viande blanche? Non, c'est pas que ça. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi avoir ces petites habitudes. Je veux dire, si on a envie de manger des choses, un petit fast-food, pardon, de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Hein. On va pas après les matchs, on boit une petite bière, hein, ou 2 ou 3. Mais non, il faut pas abuser non plus. Mais il y a des joueurs qui ont des régimes stricts, qui font très attention, qui boivent même pas de coca. Donc après, chacun gère sa carrière comme il le souhaite. Mais en tout cas, vous avez plus de chances en faisant ça de durer qu'en faisant l'inverse. Donc bien prendre soin de soi et de son corps, ça c'est très important. Tu parlais tout à l'heure de préparateurs physiques particuliers. Est-ce que l'avenir est pas, est-ce que déjà ça s'est un petit peu démocratisé dans le foot de haut niveau? Alors, les meilleurs joueurs ont peut-être chacun leur prépa physique et leur physio individuel. Est-ce que l'avenir n'est pas un petit peu là-dedans, justement, pour aider les joueurs à travailler vraiment sur les points, en tout cas sur les carences, ou même renforcer des points forts, hein, parfois? C'est une très bonne question, puisque il y a 20 ans en arrière, c'était un sujet sensible. Les clubs n'étaient pas forcément contents de tout ça. Forcément, quand vous prenez quelqu'un à côté, ça veut dire que le kiné ou le préparateur physique estime qu'il ne fait pas bien son travail. Donc ça peut se comprendre, mais quand vous avez un effectif de 25-30 joueurs, c'est très difficile d'individualiser. Même si les effectifs aujourd'hui, notamment dans les staffs techniques, sont composés de 4-5 préparateurs physiques, c'est impossible. Donc pour moi, pour aller chercher la performance, pour aller chercher les détails, c'est primordial d'avoir un préparateur physique, un préparateur mental aussi, un nutritionniste et même voir quelqu'un qui est dans la psychologie, parce que ça c'est très important et ça se démocratise. Tant que les choses sont faites en corrélation avec les clubs, je vois pas où est le problème. Donc je sais pas ce qu'en pense Alex, mais tant qu'il y a des discussions et que les choses sont bien faites, je vois pas de problème. En tout cas, c'est quelque chose qui est fréquent. Aujourd'hui, ça le devient. Dans le foot de haut niveau, c'est fréquent maintenant. Aujourd'hui, oui. Pour aller chercher la performance, je pense qu'il n'y a pas le choix. D'accord. Non, c'est clair, c'est quelque chose qui se généralise, ça c'est certain. Aujourd'hui, je connais peu de joueurs qui n'a pas son kiné, qui n'a pas son préparateur physique. Alors peut-être pas à temps plein, de manière occasionnelle, mais qui l'a. La principale problématique, comme l'a évoqué Max, c'est qu'à un moment donné, ça a été plus ou moins mal vécu par les clubs, dans le sens où c'était comme si on jugeait le staff médical ou le préparateur physique comme incompétent, et donc j'allais voir ailleurs. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas un problème de compétence, enfin pas tout le temps. C'est surtout un problème de temps. Max le disait, 25 joueurs. Comment tu veux t'occuper, comment tu veux individualiser les choses pour 25 joueurs en étant 3 ou 4 kinés? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est plutôt un critère qualitatif que les joueurs aillent à l'extérieur. La problématique qu'il y a eu et qui peut y encore avoir aujourd'hui, c'est que il y a la cellule personnelle qui travaille de son côté, la cellule club qui travaille de son côté, qui ne travaille pas en concertation. Et ce qui fait qu'un bon travail d'un côté, plus un bon travail d'un côté, mais si ça ne se fait pas en concertation, ça peut être trop de travail et ça peut amener à la blessure. Donc c'est pour ça que c'est important que les clubs s'ouvrent et qu'ils aient conscience de ce qui se passe comme quelque chose de mieux, mais en concertation avec le club, dans l'intérêt de qui? Du joueur. Mais pour terminer par rapport à ta question, oui, ça se fait de plus en plus et tant mieux. Mais il faut que ça se fasse en bonne intelligence, en concertation entre le club et la cellule personnelle. Okay. J'ai une autre question sur la prévention des blessures. On parlait notamment des blessures sur les ischios on a du mal un petit peu à réduire ce nombre de blessures. Le travail préventif, il s'articule comment? Est-ce que c'est, alors là c'est un peu pour tous les deux, est-ce que c'est des séances vraiment typées prévention, ou est-ce que c'est une prévention un peu en fil rouge,
un peu tout au long des entraînements. Tu as une étude qui a été diligentée, ça doit faire 2 ans de ça ou 3 ans de ça par la FIFA, qui avait pour but de voir un peu avec l'augmentation des matchs, quelle influence ça avait sur la performance. Parce que ce qui les intéressait, c'est de se dire, si on joue trop souvent mais que la performance est moins bonne qualité de match, en gros, moins de chiffre d'affaires, moins d'audience, moins de tout ça. Et puis, résultat, c'est que 72 heures après, un joueur a potentiellement récupéré son niveau de performance. Donc, tu peux jouer tous les 3 jours. Pas d'impact sur la performance, ou peu. Par contre, en parallèle, ils ont regardé l'impact que ça avait au niveau des blessures. Et là, 72 heures, c'est pas suffisant, ça augmente de manière significative l'incidence des blessures. Il faudrait minimum 4 jours. Sauf qu'aujourd'hui, tu joues tous les 3 jours. Et par rapport à la prévention, et Max, tu me confirmeras, par rapport à la prévention, tu la mets quand, la prévention, aujourd'hui? Tu joues samedi, t'es récup dimanche, lundi, t'es veille de match, tu joues mardi. Mercredi, t'es récup, jeudi, t'es veille de match, tu joues vendredi. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut plus faire du travail de prévention. La meilleure des préventions aujourd'hui, c'est d'espacer les matchs et d'en faire moins. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas la tendance et on le voit. Il y a de plus en plus de compètes et on en rajoute et on en rajoute. Tu n'as plus de place pour la prévention. Je pense qu'aussi le cercle familial, l'entourage de chaque joueur, c'est primordial aussi. Les grands qui ont réussi de ce sport ont su bien s'entourer, ont une bonne éducation. Si vous rentrez chez vous et que vous avez des problèmes à gérer à droite, à gauche, c'est pas possible. C'est pas possible psychologiquement, c'est pas possible physiquement. Et à un moment donné, vous serez moins performant, vous allez vous blesser et vous serez pas bon sur le terrain, tout simplement. C'est une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as prévu de rester dans le foot là, pour ton après-carrière? Alors pour le moment, je m'amuse. Je m'amuse. Je fais pas mal de paddle. J'ai découvert un sport top, très addictif. La Saint-Élion. Je commence à passer quelques heures à côté du camp d'entraînement, au country. J'ai fait du trail aussi. J'ai déjà fait 2 courses. Et j'ai pas mal de projets en vue. Je commence un petit peu avec Canal, en plateau. Je commence à rentrer un petit peu dans le board du FCVB, là où j'ai commencé, pour voir comment se structure un club, voir comment il travaille de l'intérieur, et d'autres projets en vue. Donc, on dit souvent que les retraités n'ont pas le temps, et c'est bien le cas. Merci. Merci à vous en tout cas. Ça a été On aura passé un bon moment. Merci à vous. Merci.